Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage à la une de l'actualité de ce mercredi. C'est une étape importante qui marque la dernière phase des travaux. L'échangeur de la Riviera Faya dans la commune de Cocody est ouvert à la circulation. Une infrastructure qui va améliorer la fluidité du trafic et la sécurité des usagers. Le constat de nos reporters dans quelques instants. À l'international en Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz condamné en appel à 15 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, l'échangeur de Faya dans la commune de Cocody est désormais ouvert à la circulation. Lancée en 2023 par le Premier ministre ivoirien, cette infrastructure routière s'inscrit dans le cadre des projets de transport urbain d'Abidjan. Elle vise à fluidifier le trafic dans cette partie de la capitale économique de notre pays. Le constat est signé Georgette Ido Fofana. Après 2 ans de travaux, l'échangeur de Faya, situé dans la commune de Cocody, est désormais ouvert à la circulation. Une véritable bouffée d'oxygène pour les automobilistes, longtemps confrontés à d'interminables embouteillages. Prends un client à Bergerville, voilà à Palmeraie, tu peux faire 2 heures du temps. Peut-être un client de 2000 ou 1500. Bon, si tu passes 2 heures du temps d'embouteillage, or le soir tu dois faire que c'était vraiment compliqué. Ouais, mais maintenant, bon, ça va. Avant de faire l'échangeur, il y avait beaucoup de difficultés. C'était trop compliqué. Souvent, même nous, on refuse des clients qui doivent venir à Bergerville à cause des embouteillages. Parce que tu peux faire 2 heures, 3 heures. Mais maintenant, c'est très bon maintenant. Il n'y a plus d'embouteillage. Dès qu'on vient, on s'en va, c'est le feu, on s'arrête au feu. Après ça, il n'y a rien du tout. Il y a des difficultés, il y avait un embouteillage. Mais aujourd'hui, on a surrasé. Ça reste maintenant pour 9 kilos après le barrage. Avant, 4 heures. À 19h, 20h, on fait 4 voyages. Mais aujourd'hui, là, voilà mon 4e voyage qui est en train de partir. Ce nouvel échangeur s'inscrit dans le cadre du projet de transport urbain d'Abidjan, le PTUA. Objectif, fluidifier le trafic sur l'axe stratégique Abidjan-Bergerville. Un soulagement pour des milliers d'usagers. Quand tu quittes de la Via ici, voilà, aux environs de midi comme ça, quand il n'y avait pas l'échangeur, on approche ici. Il y avait assez d'embouteillages, mais bon, avec l'échangeur maintenant, on constate que la circulation est beaucoup plus fluide. Donc ça nous facilite et ça évite aussi le retard. L'échangeur est ouvert, on peut dire ça nous arrange, nous qui sommes les passagers, ça va réduire aussi l'embouteillage. Comme ça, on peut vite aller au travail puis vite revenir. Surtout quand on arrive à Faya, voilà, ça va nous arranger, nous qui sommes précisément à Faya et puis ceux qui vont aussi à Bergerville. Ça va nous arranger beaucoup. Donc on remercie aussi le gouvernement pour le travail qu'ils font dans le pays. Long de 190 mètres, large de 22,20 mètres, avec une hauteur de 4,85 mètres, l'échangeur de Faya comprend 2 fois 3 voies. Un ouvrage financé conjointement par l'État de Côte d'Ivoire et l'Agence japonaise de coopération internationale. Et puis en prélude à la journée internationale de la méthode kangourou, une pratique consistant à porter le bébé de façon à le mettre en contact à peau avec le parent, généralement la mère. La rédaction de RTI2 a reçu deux promotrices de cette méthode, Aline Smith et Michel Aka, 2 présidents d'ONG résidant aux États-Unis. Voici donc un extrait de leur intervention lors du journal télévisé de 12h30. Quelle est l'importance de la méthode kangourou? It's very important, as I mentioned, as a mother, going through the experience. My oldest son was born at 31 weeks. He spent 5 weeks in the NICU, and then my youngest son was born at 25 weeks. He was 1 pound, and he spent 328 days in the NICU. So not being able to bring my babies home, kangaroo care is how I felt comfortable and felt like connected to them while we were waiting to bring them home. So it's extremely important for not just the baby, but for the parents as well. Et parce que je suis une mère qui a eu 2 enfants prématurés, le premier est né à 31 semaines et le deuxième à 25 semaines, la méthode kangourou m'a aidée à me connecter, à avoir cette connexion entre moi étant la mère et les enfants à chaque fois que je rendais visite aux enfants parce qu'ils ne sont pas rentrés automatiquement avec moi à la maison. Okay. Vous menez des activités dans plusieurs pays à travers le monde. Que faites-vous exactement sur le terrain?
So she says that you do a lot of activities in the U.S. And what are you doing here today in the Ivory Coast? Yes, our presence being here, just again to remind the Ivory Coast that they're not alone. We have supporters in the U.S. that are willing to come back and assist and help families advocate for themselves, as well as provide resources for the families here. OK. Est-ce qu'elle a un mot de fin? Do you have a last word? The last word is this organization is God-led. We started in 2018, and we've been able to do so much, supporting over 6,500 families in the U.S. So we're excited to keep this partnership going here in the Ivory Coast. So I'm just thankful and blessed to be here and be on the other side and pay it forward and help other families. Okay, we are also very happy to have you here, Mrs. Smith. Thank you very much. And we hope to have you again on this set. Yes. Thank you. Now we'll talk to Mrs. Michelle Aline Aka. She's the president of Bien-être Foundation. Vous êtes la présidente de l'organisation. C'est une organisation non gouvernementale, Bien-être Foundation. Vous êtes ivoirienne, mais vous résidez, vous vivez aux États-Unis. Donc, Madame Michelle Aline, bienvenue sur notre plateau. Merci. Voilà, parlez-nous d'abord de votre organisation. Comment est née cette idée? Oh my God. Bien-être Foundation. Donc, essayez de raccourcir un peu. Bien-être Foundation est née de par la naissance de mon fils. Donc, mon fils n'était pas prématuré, mais il avait un problème au cœur. Donc, il a subi aussi une opération à 2 mois. Il a fait 11 heures dans la salle d'opération. Et donc, Bien-être, après qu'il soit sorti, après avoir vu ce qu'il a subi, j'ai décidé de créer Bien-être Foundation pour que les enfants sur notre continent, africain surtout, sachent qu'il y a le support et il y a quelqu'un au fait qui est là. Et justement, pourquoi avoir choisi l'Afrique francophone? Parce que originellement, je suis ivoirienne et donc je parle français, mais je suis allée aux États-Unis très jeune. Et donc, c'est mon pays d'adoption. Et c'est très difficile, au fait, de connecter le pays anglophone, qui est les États-Unis, et le pays francophone, notamment à cause de la langue. Et moi, étant ivoirienne et parlant le français et vivant aux États-Unis, je décide que Bien-être sera un pont entre les États-Unis et les pays francophones africains. Et justement, qu'est-ce qui explique votre présence ici en Côte d'Ivoire? Particulièrement. Votre organisation. Oui, donc j'ai été invitée par la marraine de la méthode Kangourou, là, donc l'événement qui aura lieu demain, le 15 mai. Et c'est pour cela que je suis là. Et aussi, de par elle, j'ai rencontré Miss Aline Smith et nous avons décidé de collaborer et travailler ensemble pour pouvoir apporter notre support, pour pouvoir apporter aussi des dons. Nous avons des dons, des couches pour les bébés prématurés demain à Yamoussoukro. Direction à présent le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la ville d'Odiéné, capitale du district du Denguélé. L'alimentation en eau potable a été renforcée. Cette aspiration devenue une réalité est savourée par les populations. L'inauguration officielle de l'infrastructure a été faite par le vice-président Timoko Meilekone. Le reportage est signé Asita Diarra. À Samasso, précisément à 28 km d'Odiéné, l'eau potable coule désormais dans les robinets de la capitale du district du Denguélé et environ, renforçant ainsi la capacité d'alimentation journalière de 8000 m3 d'eau potable contre 4000 m3 précédemment. Avant, ce n'était pas facile. Souvent, on partait au marigot, les femmes souffraient. Mais maintenant, là, tout le monde est à l'aise, ça va bien, on est content. Merci pour le président de la République. L'infrastructure a été inaugurée le lundi 5 mai dernier par le vice-président de la République, Timoko Meilekone. Un acte qui vient combler un déficit de 60% en eau potable. Tout le programme du président Alassane Ouattara, c'est d'apporter le bonheur aux populations par un développement qui soit un développement complet. Ce développement complet nécessite que les gens vivent dans les meilleures conditions possibles. Et dans ces conditions, il faut de l'eau, parce que c'est la source de vie. À partir de l'eau, beaucoup de choses peuvent être faites. C'est un ouvrage important et c'est aussi une vision que le président permet de mettre en place. Même si certains ne semblent pas le comprendre, les Ivoiriens et les populations comprennent que la Côte d'Ivoire avance et qu'elle ira loin
avec le président Alassane Ouattara. La réalisation de ce projet de renforcement d'alimentation en eau potable a été possible grâce à une source pérenne, la rivière Kouroukeli. Les besoins en eau potable à Odiéné et environ sont ainsi comblés jusqu'en 2048 avec un excédent de 40%. Ce projet n'est pas une inauguration de château d'eau. Chez le président, vous voyez, les châteaux d'eau ne sont que la partie visible d'un iceberg des travaux importants que nous faisons. Donc ici, mais c'est vraiment un système de renforcement total de l'adduction en eau potable de Odiéné et ses environs. Aujourd'hui marque donc l'aboutissement d'un projet d'envergure qui témoigne de la volonté du gouvernement de garantir un accès à l'eau potable à tous en Côte d'Ivoire. Ce renforcement significatif de l'alimentation en eau potable s'inscrit dans le programme de développement inclusif du gouvernement ivoirien. Cette infrastructure hydraulique est financée à hauteur de 13 milliards de francs CFA par le gouvernement ivoirien et par la République de Chine. Ouvrons la page éducation de cette édition. Première destination Tafiré, dans le nord du pays. Face à la baisse du rendement scolaire ces 5 dernières années dans la commune située dans la région du Hambol, des initiatives sont prises pour remonter la pente. Des journées de l'éducation et du civisme ont été organisées afin de proposer des solutions pour de meilleurs résultats scolaires dans la cité. Des précisions avec Soro Corona. Les résultats des examens à grand tirage ne sont pas fameux dans la commune de Tafiré, région du Hambol, ces 5 dernières années. Le taux de réussite du BEPC est passé de 91,24% en 2019 à 25,36% en 2024 et celui du baccalauréat de 84% à 12%. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette baisse du rendement. On a questionné les élèves eux-mêmes si qu'est-ce qui pourrait justifier cela. Certains ont parlé des désintérêts, des engagements dus au redoublement ou à certains problèmes familiaux. Pour inverser la courbe, les initiatives se multiplient. Des séminaires, des conférences et des panels pour poser le diagnostic et proposer des ébauches de solutions. La dernière en date est une journée dédiée à l'école. La responsabilité des apprenants et des parents d'élèves sont aussi évoquées par les conférenciers. L'incivisme scolaire aboutit inévitablement à une baisse du rendement scolaire. Un élève qui ne tient pas compte des normes de l'école, un élève qui ne vient pas en classe, un élève qui n'est pas discipliné, évidemment, cela a un impact direct sur son rendement scolaire. Que la famille oublie que c'est de son enfant qu'il s'agit, c'est elle qui confie son enfant à l'école et donc elle doit avoir un droit de suivi. Elle ne donne pas son enfant à l'école, elle confie. Pour le maire de la commune de Tafiré, ces initiatives sont à saisir afin que l'école retrouve ses lettres de noblesse. Et le conseil municipal vraiment est engagé avec l'ensemble des cadres de Tafiré, au premier rang desquels son Excellence, Monsieur le Vice-président, pour que la courbe des résultats qui est descendante depuis un certain moment puisse être ascendante dans un délai très bref. Partant de sa propre expérience, la marraine de la journée prodigue des conseils aux élèves, surtout aux jeunes filles. Il faut se rapprocher des aînés. Il faut identifier des modèles identificatoires auxquels on veut vraiment ressembler et s'approcher de ces modèles-là et utiliser leur expérience pour construire son parcours. Le répertoire des meilleurs élèves sera établi pour un suivi de proximité. La journée de l'éducation et du civisme à Tafiré est à sa 2e édition. Et puis, le 21 et 22 mai prochain se tiendra à l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières de l'Université de Cocody, un forum des partenaires pour rapprocher les entreprises, à savoir le monde du travail, du milieu universitaire, une manière aussi de travailler sur la problématique de l'inadéquation formation-emploi. Clément Bocco. Avec le passage au système LMD, licence master doctorat, le monde universitaire se rapproche du milieu professionnel. Plus d'une décennie après ce passage, les universitaires travaillent toujours à accroître l'employabilité de leurs étudiants. D'où ce forum dédié aux entreprises baptisé Forum des partenaires. Nous avons un premier objectif qui est de signer des partenariats avec les entreprises qui travaillent dans le domaine des sciences de la terre. Le contenu de ce partenariat a une composante pédagogique et il permettra d'améliorer l'employabilité de nos étudiants. Le deuxième volet, c'est de renforcer le partenariat entre la recherche qui se fait
au sein de notre unité de formation et de recherche pour résoudre des problèmes que rencontrent des entreprises qui travaillent dans le secteur des sciences de la Terre. On a eu l'année dernière des équipements de pointe, donc, qui permettent, même dans le domaine de l'énergie du pétrole, qu'on n'a rien à envier à certaines structures de la place. Donc, on va présenter ces plateaux techniques qui nous permettent de faire la recherche sur le pétrole, en tout cas au sein de l'UFSRM, au bénéfice des entreprises. Ce forum, qui est à sa première édition, va se tenir du 21 au 22 mai prochain et plus d'1 millier de visiteurs sont attendus. Parlons sport à présent. La Fédération ivoirienne de savate boxe française a organisé le lundi dernier à Cocody un stage de formation à l'intention d'un maître de salle, marquant une étape clé pour le développement des sports de combat dans notre pays. Moyabi Diabaté. Une nouvelle ère sportive s'ouvre en Côte d'Ivoire avec l'arrivée officielle de la Fédération ivoirienne de savate boxe française. Une discipline encore méconnue du grand public, mais riche en tradition et en technicité. C'est une discipline qui allie les mains et les pieds, qui est carrément différente des autres styles que nous avons actuellement en Côte d'Ivoire. Et ce stage-là est d'abord pour présenter la savate aux Ivoiriens et pour aussi vulgariser cette discipline-là. Les maîtres de salle ivoiriens ont bénéficié d'un important renforcement de capacité grâce à un stage de formation intensif dirigé par le grand maître Farel Akouan. On a travaillé sur l'arbitrage, on a travaillé sur le règlement de la savate, on a travaillé sur les techniques de savate. Et voilà, ça, c'était pour ça, quoi. C'était pour montrer aux Ivoiriens cette discipline. C'était en fait l'installation de la fédération et en même temps les premières certifications aux coachs qui vont partager la savate dans toute la Côte d'Ivoire. Durant plusieurs jours, les entraîneurs locaux ont pu se familiariser avec les techniques spécifiques de cet art martial d'origine française. La fédération ivoirienne entend mettre en place un calendrier national de compétition, des programmes d'initiation dans les écoles et une stratégie de vulgarisation pour faire rayonner la savate boxe française sur l'ensemble du territoire ivoirien. Prenons la route pour Yamoussoukro, où la 4e édition du Festival international de mode et de recyclage s'est tenue récemment à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, une édition qui a fait la promotion de la formation des acteurs de la mode pour les rendre aptes à l'usage de nouveaux outils dans leur corporation. Le reportage de Théodore Zozo vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Un mot de culture dans ce journal, les ébénistes participent à l'embellissement et à l'ameublement des différents lieux d'habitation. Ceux de la région du Bélier, confrontés à de nombreuses difficultés, se sont réunis récemment pour mettre en place une plateforme afin de défendre leurs intérêts. Le compte-rendu de Théodore Zouzou dans nos prochaines éditions. Point de chute de ce journal, l'Éthiopie, où le Front de libération du peuple du Tigré, parti qui a dominé durant près de 30 ans la vie politique dans le pays, a été radié pour ne pas avoir respecté ses obligations légales. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.